Là, vous parlez des années 60 jusqu'aux années 80-90. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du showbiz? Est-ce que ça a changé? Je pense pas. Ça a empiré. Ça a empiré. Showbiz, moi, je veux même plus voir leur tronche dans les films. Je veux plus. Pour moi, c'est des mal. C'est de la triche. C'est de la triche. C'est des effets spéciaux. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change. La cocaïne est partout. Ils en ont besoin. Il faut reconnaître. Et Mais, c'est ce que mais j'ai dit. on a l'impression aussi que la cocaïne aussi, c'est beaucoup démocratisé. Ben, c'est complètement Ouais. démocratisé. Maintenant, tout le monde en a, mais pas de la bonne. Eux, ils ont de la bonne. D'accord? Et l'adrénochrome, là, moi, ça me fait pas plaisir de savoir qu'il y a des grands acteurs qui prennent de l'adrénochrome, le sang des petits-enfants, pour rajeunir. Tu connais pas l'adrénochrome? Non. Vous racontez les différences entre les différentes cocaïnes dans vos Ah oui, livres. il y en a une douzaine de différentes, bien C'est sûr. c'est quoi les différences et quels sont leurs effets particuliers? Bah, déjà, elles poussent sur des sols différents. Il y a la Comment? cocaïne colombienne, la cocaïne péruvienne, c'est Oui, bah, vénézuélienne ouais, aussi. par exemple, la péruvienne, on va dire, c'est l'écaille de poisson, la péruvienne, c'est la pureté, c'est de la nacre. Voilà, alors que la colombienne, elle est terne et tout, mais elle est violente. Après, il y a la différence de traitement, parce qu'il faut savoir que la cocaïne, à la base, il faut ce qu'on appelle la pasta. C'est là que tout commence, la pasta. Donc, ils prennent de la feuille de coca qui pousse dans des endroits différents. Ça change aussi. Par exemple, il y a des oignons qui ressemblent pas à d'autres oignons et pourtant ça reste des oignons. Et parce ils ont poussé en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, donc il y a des trucs différents dans la terre. Et là, la feuille de coca, elle pousse un peu partout, à des climats différents et tout. Bon, toujours à au moins 1400 mètres d'altitude, pas au-dessous. Et donc, on prend les feuilles de coca, on les met dans un bassin, on met de la chaux, d'accord, et de l'acide chlorhydrique, et on laisse fermenter. Ça donne une espèce de pâte vert foncé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pasta. Alors, il y a des petits malins qui ont fait une coque spéciale qui est jaunâtre, qu'on appelle melting pot. Non, on l'appelle le pot pourri, mais melting pot aussi en anglais. Pot pourri, c'est les mecs qui prennent la pasta de plusieurs pays différents, d'accord? Ils la mélangent. Comme ça, il y a dans cette coque, il y a toutes les caractéristiques et les spécificités des différentes cocaïnes. Par exemple, cette coque, elle est faite surtout au Suriname, qui est un pays voisin de la Guyane, et au Brésil aussi. Et donc, le pot pourri, c'est une coque qui est dangereuse parce que elle n'a pas une spécificité, elle en a plusieurs. Donc elle peut être violente, en même temps qu'elle peut être douce, elle peut être intelligente. Alors, pour en revenir, pour moi, il y avait deux coques. Il y avait la péruvienne, c'est l'écaille de poisson, ça c'est celle que je vendais à Chirac et compagnie. Et il y avait la jaunâtre, et il y avait une troisième qui était, on la retrouve plus maintenant, qu'on appelait des ailes de mouche. Ça venait du Venezuela. C'était des coques différentes, complètement différentes. L'une était violente, l'autre était festive, l'autre était sexuelle. Voilà. Et, il faut le savoir, il y a plusieurs qualités. Et aussi, il y a la qualité. Après, il y a le fait que la pasta, elle est travaillée avec trois produits. Alors, ça dépend du pays. C'est l'éther, l'acétone ou le kérosène. La cocaïne pauvre, c'est le kérosène. C'est ce que j'appelle la cocaïne industrielle. C'est surtout en Colombie. Et, un peu au Brésil et tout ça. La cocaïne classe, c'est le Pérou, parce qu'elle est pure, elle est nettoyée, on leur donne des bains d'éther, jusqu'à ce que la pasta verte, elle devienne blanche et nacrée. C'est extraordinaire. Mais il faut donner des bains et des bains et des bains. Il faut savoir qu'au Pérou, si on te chope avec de l'éther, tu prends plus que si on te chope avec de la cocaïne. Parce qu'on dit que tu es trafiquant, que tu es producteur de cocaïne avec l'éther. L'éther, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver, et c'est si tu te fais choper, t'es mort. Après, il y a l'acétone qui est plus facile à avoir, acétone industriel, c'est encore une bonne coque, mais après, l'autre, au kérosène, elle sent l'essence, c'est dégueulasse. Voilà, c'est la coque du pauvre, on va dire, industrielle. Voilà, donc maintenant, tu sais tout.
Pourquoi vous avez pris la coque Ah si, je le savais. Alors, je l'ai en fait. sachant toutes ces horreurs? Ben non, je ne savais pas quand j'ai pris attention. Non, j'avais rencontré Madame Oufkir, la femme du général Oufkir du Maroc, le grand patron. C'est l'assassin de Ben Barka. C'était ma maîtresse à Marbella. Et sa meilleure amie, qui était immensément belle, encore plus belle que la femme du général Oufkir, et qu'on disait être la plus belle femme du Maroc, la femme du général Oufkir. Elle s'appelait Fatima Hadja. Et donc, sa meilleure copine, elle m'a pris en douce, elle m'a dit, écoute, elle t'a invité ce soir, mais ne couche pas avec elle ce soir. Il faut que tu viennes me voir et moi je vais te montrer comment tu vas faire pour la rendre amoureuse. Et donc je suis allé chez elle à la fin de la soirée, vers 4 heures du matin, chez sa meilleure amie. J'ai prétexté chez Hadja, de toute façon elle était fatiguée, puisqu'elle a dû gérer toute la soirée là-bas. Et elle m'a dit, si tu veux être à la hauteur et sur la même longueur d'onde qu'elle, tu prends ça. Et c'était de la cocaïne. Je lui dis, mais non, mais non. Elle dit, fais-moi confiance. Je lui ai fait confiance, j'en ai pris, ça m'a plu, sexuellement et tout. Et le lendemain, j'étais d'attaque avec Hadja, la femme du général, qui me dit, ah ouais, tiens, tu veux prendre un peu de coke et tout. Moi, je peux pas faire l'amour avec quelqu'un qui passe sur la même longueur d'onde que moi. J'ai dit, bon, allez, vas-y. Et j'en ai pris, puis depuis, ben voilà. Après, je suis allé en Hollande et je me suis laissé aller. Et quand est-ce que vous avez terminé avec cocaïne? 2008, c'est une date fatidique pour moi. C'est ma deuxième vie. Pourquoi? Bah parce que j'en ai eu marre. Je dis, Du jour au lendemain? ah bah, Ou parce que vous êtes entré en j'avais pris prison? 9 ans de prison, Ouais. là, en 2004, j'ai pris 9 ans de prison. J'ai fait 4 ans et des poussières. Je suis sorti fin 2008, et là, j'avais tout compris. Puis j'avais écrit mes bouquins et tout. J'ai dit, stop, stop, j'arrête là. J'ai fait le bilan, je vois mal entouré, que des saloperies dans ce monde, que des traîtres, que des hypocrites, des opportunistes et tout. J'ai dit, c'est pas ma vie, ça. J'ai eu une lueur d'intelligence, je sais pas, c'est peut-être le bon Dieu qui m'a rattrapé. Moi, j'y crois en Dieu, attention. Le bon Dieu m'a rattrapé, il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, t'as trop travaillé avec le diable, maintenant, tu viens dans mon camp. Je suis rentré dans le camp du bon Dieu, et j'en suis pas, déçu. C'est très bien, je préfère. Vous avez évoqué donc le Pérou, la Colombie. Est-ce que vous êtes déjà rendu là-bas? Ah bah oui, bien sûr, obligé. Vous avez rencontré des barons de la drogue là-bas? Oui, quelques-uns, mais pas les gros. Pas Non, Pablo j'étais pas Escobar. assez gros. Non, mais non. J'étais pas assez gros pour ça. Moi, j'étais un petit, un peu, par rapport aux autres là-bas, j'étais un petit. 5 kilos, 10 kilos, c'est pas plus que ça. Hein. Une fois, on a essayé 200 kilos, on s'est fait avoir. Alors, c'est pas la peine. Non, mais c'est très dangereux, hein, l'Amérique du Sud. Oh là là, je retournerai plus jamais dans ce pays. Moi. Je me demande même comment je suis pas mort là-bas. C'est des fous furieux. Ils prennent tous de la coke là-bas. Ils prennent tous de la coke. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Et comment la coque était-elle transportée d'Amérique du Sud jusqu'en Oh, Hollande? ben, déjà, au début, quand je l'ai fait avec mon ami italien, c'était avec un yacht, avec un boa dans le truc. Ça, c'était mon idée. Hein. Attention. C'est-à-dire? Un boa, ça bouffe une chèvre de 35 kilos et ça prend 2 à 3 jours pour digérer. Donc, moi, on avait le boa dans le bateau, on avait la coque. Quand on arrivait au large des côtes espagnoles, on donnait à bouffer une chèvre qu'on avait vidée. On mettait la coque dedans, on recousait tout ça, on donnait ça au serpent, oui, c'est un boa. Et quand les douaniers arrivaient sur le bateau, quand on arrivait au Puerto Banús à Marbella, les douaniers arrivaient, ils regardaient tout, ils disaient, qu'est-ce qu'il a ici? J'ai dit, vous voulez voir? Allez-y. Ils rigolaient, j'ai dit, c'est sa chèvre, il bouffe des chèvres, on en avait dans le frigo, et tout. Il dit, ah bon, d'accord. Mais personne n'a jamais osé aller voir ce qui se passait là, dans le ventre du boa. Voilà. Après, j'ai laissé tomber parce que ça commençait à se savoir et tout. Ouais, j'ai trouvé plein de systèmes, mais bon, je préfère ne pas en parler. C'est le passé, ça. Vous avez touché à d'autres drogues que la cocaïne? Le Oui, crack? oui, j'étais dans le crack. Ouais. Malheureusement, je suis tombé dedans comme un con. Moi qui donne des conseils, putain, personne ne m'a conseillé, au contraire. Ah oui, le crack, ça a été catastrophique. En même temps,
en même temps, ça m'a quand même fait réfléchir, parce que je me dis, putain, mais attends, il y a des embûches. Quand on prend la coke, il faut faire attention aux gens qui t'entourent. Il faut faire attention aux nanas. Il faut faire attention à tout le monde, tout le monde, tout le monde qui te pousse dans le ravin, vite fait, bien fait. Pour moi, c'est un ravin, hein, le crack. Heureusement, j'ai pas été longtemps, mais assez longtemps pour perdre quand même, pour descendre de 80 kilos à 45. Quand les flics m'ont arrêté, j'étais cadavérique. Et j'ai remercié les flics. J'ai écrit une lettre au juge d'instruction pour dire de remercier les flics qui m'avaient arrêté. J'ai dit, ouais, franchement, et toute ma vie, je leur dois ma vie. Ils m'ont arrêté, ils n'ont pas été méchants avec moi. Les gardiens de prison étaient sympathiques. La Hollande, c'était un pays social. Aujourd'hui, je sais pas. C'est fini tout ça. Mais avant, franchement, les Hollandais, la classe, quoi. La classe. Ils ont été patients avec moi. Pendant 3 mois en prison, j'étais sur une autre planète. J'étais sur un nuage. Et les gens se foutaient de ma gueule parce que je parlais de construire des hôpitaux sur la Lune, de construire des maisons de retraite, des EHPAD. Les gens me disent, il est taré, il raconte n'importe quoi. J'avais des projets pas possibles. Et au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai commencé à revenir à moi-même, tu vois. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je dis, putain, mais je reviens de loin. Oh, plus jamais, plus jamais. Le crack, c'est foutu. Les mecs sont foutus. Ils sont foutus. Alors là, on ne sait pas quoi en faire, mais parce qu'ils veulent pas. Ils veulent toujours avoir ce genre de personnages dans les villes pour justifier des crédits pour la police et tout. Mais non, il y a des fermes abandonnées partout en France. Tu prends une ferme abandonnée, tu mets des grillages autour électrifiés, et tu mets les gens dedans, tu dis vous allez travailler dans la ferme, il n'y a plus de crack, c'est fini. Hop, ils travaillent dans la ferme, ils mangent, ils dorment de leur travail, et au début on les aide un peu à bouffer, mais après, voilà. Et moi je dirais, c'est des parcs de réconciliation avec la vie. C'est tellement facile, il y a des milliers de fermes en France qui sont là. En prison, c'est pas la peine de les mettre, ils sont trop bien en prison. Et Vous avez fait 18 ans de prison, comment on ressort intact? je sais pas si je suis intact. La Ouais. question, elle est là. Est-ce que vous je dites suis finalement intact? que la prison vous a sauvé, quoi? Ah ben forcément, évidemment. Ben, s'il n'y avait pas eu la prison, je serais peut-être mort maintenant. Je sais pas, je serais allé trop loin. Bah déjà avec le crack en 83, s'il n'y avait pas eu la prison, je crois que je serais à fond, je serais peut-être en train de mendier SDF ou quoi, ou peut-être mort. Parce que le crack, le seul mec qui a été intelligent, c'était le maire d'Amsterdam, un mec formidable. Il voyait tous ces zombies là dans la ville d'Amsterdam, et les touristes, ils étaient gênés parce qu'il y a des nains, ils arrivaient comme ça. En général, la plupart c'était des Blacks et quelques Hollandais. Je sais pas pourquoi les Blacks ils aimaient ça, ils plongeaient là-dedans. Et, et donc le maire il a réagi. Il a acheté un vieux bateau désaffecté et il l'a mis juste à côté de la station centrale d'Amsterdam, au centre-ville, ancré là-bas. Et c'était le dernier. Le titre c'était le dernier voyage. The Laatste Reis, ça veut dire le dernier voyage en hollandais. Et donc c'était vraiment le dernier voyage pour ces gens-là. Il a débarrassé la ville de toute cette racaille. Ils se sont tués eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait le bateau, il leur disait, vous voulez du crack? À pleine caisse, voilà du crack. Servez-vous. C'est no man's land. Les flics ne montent pas sur ce bateau, rien. Mais tu sors, tu descends pas du bateau. Interdiction, tu es sur le bateau, tu meurs là-bas. Et on leur donnait de l'alcool. Vous voulez de l'alcool? Allez-y, allez, tuez-vous. Le plus vite sera le mieux. Et moi, j'habitais à côté. Alors, la maison, j'avais un appartement, il y avait une terrasse. Et pendant que je prenais mon petit-déj ou que je mangeais, je voyais des cadavres passer. Parce que les mecs, quand ils étaient complètement bourrés, pleins de crack et tout, ils tombaient du bateau. Et les pompiers, ils en avaient marre. Ils les laissaient. Les pompiers, ils laissaient les cadavres arriver jusqu'à la mer. Ils voulaient plus les ramasser. Tellement c'était dégueulasse. Vous en voulez beaucoup à notre ministre actuel de la Justice, le garde des Sceaux, donc Beaucoup, pas assez même. Monsieur Dupond-Moretti. Mais Pourquoi? c'est un monstre, ce mec, c'est un véritable monstre. Comme je l'ai déjà dit, c'est un gros porc. Alors qu'il me fasse un procès. C'est votre ancien avocat? Oh, ça a été mon avocat, oui. Mon avocat de malheur. Il m'a fait prendre le double de ce que j'aurais dû prendre.
intentionnellement. Parce que j'ai refusé de lui fournir de la coke là-bas. Intentionnellement, il s'est vengé. Même le procureur, on me l'a dit, le procureur, il s'appelait Monsieur Le Cygne. C'était le procureur d'Outreau, qui était outré. Procureur outré à Outreau. Outré du comportement de Dupond-Moretti. Et il est venu me voir pendant le délibéré, il m'a dit, il vous a saboté. J'ai dit oui, j'ai vu ça, j'ai entendu. Le président, il va vous donner le double de la peine, c'est ce qui est arrivé. Il me dit ça, vous aurez à remercier Dupond-Moretti. Je dis ouais. Bah, je l'ai remercié en l'insultant, bien sûr. Et lui me dit, mais comment, tu sais, avec son air d'ours mal léché, ouais, mais vous avez pris le double, vous devriez être content, c'est du bénéfice. Et je dis, on n'est pas en train de faire des affaires, là, maître, hein, d'accord? C'est ma liberté, là. C'est ma liberté. Vous parlez de ma liberté. Voilà. Et c'est comme ça c'était ça son langage. Vous devriez être content. Ben, moi, j'en connais à Fleury-Mérogis qui sont encore là-bas, peut-être, et qui sont pas contents de ses prestations. Et comme je l'ai dit, moi, je l'appelle pas acquittator, je l'appelle aggravator. C'est tout. Et lui, quand il réussit une belle affaire, bon, si on peut appeler l'affaire Outreau une belle affaire, parce qu'il a fait sortir avec d'autres avocats, il a fait sortir des gros pédophiles qui d'ailleurs sont en prison maintenant. Ils ont récidivé. Il les a fait passer pour des enfants de cœur. D'accord, c'est bien, il a gagné beaucoup d'argent. Mais ces enfants de cœur, maintenant, ils sont pour la plupart en prison. Ils ont été arrêtés pour pédophilie. D'accord? Et donc, c'est ce que je lui reproche. Lui, c'était l'argent, 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 et c'est tout. L'argent n'a pas d'odeur. Moi, je suis désolé. Je serai avocat, je refuse de plaider pour un pédophile. Je suis désolé. Ça, tout, même pour les drogues, je fais, mais pas un pédophile. Ah non, 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 un pédophile, il mérite d'être en prison. Il ne mérite pas d'être défendu. Il n'y a aucune défense. Des gens qui touchent aux petits-enfants, je ne suis pas d'accord, là. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérard Fauré.